Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une grosse vidéo. Donc on va profiter de ce moment pour vous présenter en fait euh, un sujet qui m'intéresse, voilà, qui concerne en fait la psychologie sociale et le community management. Donc la psychologie sociale en fait c'est un champ de la psychologie qui concerne les interactions entre les individus et l'impact d'un groupe, notamment sur le comportement d'un individu. Donc ça tombe pile poil avec le sujet du community management, et on va voir ça ensemble avec un petit comparatif avec un domaine qu'on se dit bah c'est pas forcément le sujet, mais en fait si, ça a tout lien. On va parler écologie. Alors en fait, on va parler un petit peu d'écologie parce que communauté et écologie, bah, ça a vraiment un rapport. En fait, je vais vous raconter une petite histoire qu'on connaît tous. En fait, c'est l'histoire des cycles des saisons. Donc, on va prendre un endroit qu'on connaît, donc une forêt par exemple. Et dans cette forêt, on a bah, forcément des arbres. Et ces arbres sont plantés dans des sols. En général, plusieurs arbres dans un même sol. Et ces arbres portent des feuilles, donc des centaines de feuilles, qu'on va appeler communauté de feuilles. Voilà, un peu comme une communauté de fourmis, une communauté d'abeilles, voilà, bah pareil. Sur les arbres, on a des communautés de feuilles. Elles colonisent et en même temps, les arbres sont à l'origine des communautés de feuilles. Et en plus du sol, des arbres et des feuilles, on a la météo. La météo, ce sont tous les éléments extérieurs, le vent, la pluie, la chaleur, la lumière. Et en fait, tous ces éléments-là font partie d'un écosystème. Donc, on va décrire un petit peu tous ces éléments-là et on va faire le lien entre ces éléments-là et justement ce qui nous préoccupe, la psychologie sociale et le community management. Donc, là. Alors, le sol, c'est quoi? Le sol, en fait, c'est une structure souterraine déjà. Donc, pas forcément connue dans sa complexité par l'extérieur. Donc, on sait qu'il se passe des choses, hein, qu'il y a des réactions chimiques, il y a du stockage de matière organique. Mais bon, finalement, à l'extérieur, bah, on ne sait pas trop. Bah, il y a une sorte de. On voit ça de très loin, les arbres, les plantes, les feuilles, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Par contre, le sol, lui, comprend très bien ce qu'il a en stock et a surtout intérêt à nourrir les plantes, donc les feuilles, les arbres qui sont au-dessus de lui. Donc c'est que le sol est une organisation en fait très structurée et très importante pour ce qu'il y a au-dessus. Par contre, au-dessus, ils n'ont pas forcément une visibilité sur comment ça fonctionne. C'est un peu, voilà, qu'est-ce que c'est au sol. Ils n'ont pas vraiment de visibilité. Euh, ils vivent leur vie. Il y a une sorte d'hermétisme. Les uns ne savent pas ce que fait le sol, et le sol ne sait pas trop bien, mais on sait quand même que le sol a quand même, doit fournir, on va dire, des ressources aux feuilles et aux arbres. Donc, d'un côté, le sol sait ce qu'il faut fournir, mais par contre, l'arbre et les feuilles ne savent pas trop. Donc finalement, le sol est assez indispensable aux feuilles, mais l'arbre, à ce niveau-là, ne sert finalement que d'intermédiaire. Parce que l'arbre porte les racines et les racines sont ancrées dans le sol. Donc le sol va fournir les minéraux, l'eau qui va transiter à travers l'arbre par le biais des racines pour venir nourrir et faire en sorte que la communauté de feuilles puisse agir et créer ce qu'on appelle la sève élaborée. Maintenant qu'on a vu le sol, on va voir un petit peu juste au-dessus l'arbre. Alors c'est quoi l'arbre? En tout cas l'arbre, le modèle arbre. L'arbre en fait, c'est le créateur d'un point de vue des feuilles. Parce que les feuilles, finalement, elles poussent sur l'arbre. Et elles sont quand même assez nombreuses. Donc l'arbre est un peu leur créateur. Et
finalement, l'arbre, par le fait qu'il achemine une énorme quantité d'eau et va créer un ensemble de contenus assez variés, donc spécifiques à ce que va produire la feuille, bah, il y a une sorte de reconnaissance en fait des feuilles vis-à-vis de l'arbre. L'arbre est une source vitale de contenu, et bah, sans l'arbre, bah, les feuilles n'auraient pas lieu d'être. Il n'y aurait pas cette existence des feuilles, et finalement chaque arbre a sa propre communauté de feuilles qui arrivent à vivre et à fournir ce dont a besoin les feuilles. Donc une sorte d'osmose, de parfaite harmonie entre l'arbre et les feuilles. Donc les feuilles, bah, forcément, sont directement influençables par les besoins, les attentes du créateur, l'arbre en l'occurrence. Elle est très souvent en contact avec ce qu'on va voir plus tard, la météo, donc les facteurs extérieurs, température, eau, chaleur, et ne sert, comme on l'a dit, que d'intermédiaire, en fait, de relais entre les besoins du sol et les attentes des feuilles. Donc, central au niveau de ce qu'on va voir au niveau du community management. Maintenant qu'on a vu l'arbre et le sol, donc des éléments un peu plus techniques, on va voir la météo. Donc la météo, c'est quoi? En fait, la météo, c'est notre organisation, on va appeler ça une agence de communication, en fait, qui va essentiellement communiquer avec le sol, parce que le sol est quand même un élément clé dans le community management de l'écosystème, donc fournit les éléments nécessaires aux feuilles, et la météo en fait va servir en fait à communiquer des informations auprès de l'arbre et surtout des feuilles, notamment en termes de température, en termes d'hygrométrie, en termes de durée des jours et des nuits. Donc va donner des informations et va les retransmettre au sol, qui va pouvoir justement réagir en fonction des informations que la météo va donner. La météo, c'est l'observateur. Il observe tout et en même temps va pouvoir influencer indirectement sur le comportement des feuilles. L'arbre, on va dire, va interagir plus directement avec la météo, parce que soit elle va pencher en fonction du poids de la neige par exemple, ou alors en fonction du vent qui sera soufflé. Donc la météo, c'est une sorte d'agence de com qui va en fait accompagner la croissance du sol, parce que le sol a des besoins et la météo va finalement va permettre, la météo va donner les bonnes conditions pour que le sol puisse s'enrichir et prospérer. Par contre, il n'y a pas forcément des bonnes relations entre la météo et les feuilles, la communauté de feuilles. Parce que forcément, les feuilles sont des éléments, ce qu'on va voir, des éléments très sensibles et très réactifs aux moindres variations de la météo. Quand il y a beaucoup de vent, forcément, les feuilles, ça les embête un petit peu. Elles sont tellement attachées au bien-être d'elles-mêmes et justement de l'arbre qui les a vues naître, que forcément, s'il y a un petit peu trop de vent ou un petit peu trop de pluie, ça va pas leur plaire. Donc il n'y a pas forcément une bonne presse de la météo vis-à-vis de la communauté de feuilles. Donc des éléments stratégiques, mais pour les feuilles, c'est pas forcément la météo qui sera les meilleurs compagnons, on va dire. Donc on a parlé un petit peu de la météo, de l'arbre, du sol, et maintenant on va voir les feuilles. Les feuilles, comme on l'a dit, communauté d'individus, donc qui vont travailler en fait de manière très efficace, très spécialisée, et tous de la même façon. Donc il y a un vrai conformisme de la part de chaque membre de la communauté des feuilles au service de l'arbre. L'arbre qui les a vus naître, qui a justement généré toute cette communauté et qui en fait leur fournit justement des contenus assez spécifiques, des bourgeons, des feuilles, des fleurs, des fruits. Bon. Et il y a une sorte de vie en harmonie qui s'installe entre l'arbre et les feuilles. Et les feuilles ont tout un... On
une vraie passion pour l'arbre créateur, une sorte de symbole de vie. Forcément, sans l'arbre, les feuilles ne seraient pas là. Donc, il y a une sorte de reconnaissance permanente, de respect, de solidarité, de soutien perpétuel vis-à-vis de l'arbre. Et donc, forcément, tout ce qui est extérieur, ils sont un petit peu plus réticents à comprendre les tenants et les aboutissants, le sol vis-à-vis des feuilles, c'est assez loin déjà. Ils sont complètement déconnectés des besoins propres au sol. Ils se disent, c'est quoi ce truc-là Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie de l'arbre. À la limite, si on leur posait la question, qu'est-ce que vous pensez du sol, à la limite, ils sont un petit peu frileux à dire, à avoir une opinion. Pour eux, le sol, c'est un peu un élément lointain. Voilà. Pareil pour la météo. La météo est assez mal vue, on va dire, en général, même si ils ne se rendent pas toujours compte que la météo a quand même une part d'apport pour eux, mais les feuilles, comme elles sont tellement engagées dans leur mission vis-à-vis de l'arbre, que tout ce qui est un petit peu étranger, la météo, c'est plus un poids qu'autre chose. Voilà. Donc on a vu ces 4 familles, ces 4 éléments, 4 acteurs de cet écosystème-là, le sol, l'arbre, la météo et les feuilles. Mais tout pourrait, on va dire, on saurait bien, on va dire, qui fait quoi et quelles sont les relations les uns avec les autres, mais c'est pas aussi idéal que ça. Parce que on a ce qu'on appelle les saisons. Et à un moment donné, on a un projet en fait qui va s'installer, qui sera le projet automne. L'automne, c'est la mauvaise saison, ce qu'on appelle la mauvaise saison. Et donc, forcément, la nature a décidé en fait de mettre en pause, en veille, certains, on va dire, certains acteurs, les feuilles en l'occurrence. Donc la décision est prise de mettre en sommeil pendant quelques semaines, quelques mois, l'activité du sol. Et donc forcément, tous les acteurs sont impactés. Alors, les feuilles seront forcément... c'est surtout l'arbre qui sera chamboulé. Les feuilles, forcément, elles n'ont pas forcément l'habitude de ça et ça les chamboule, ça les perturbe. Par contre, à l'issue de cette mauvaise saison, il faut que le sol soit en capacité de pouvoir produire suffisamment de ressources, de mettre à disposition suffisamment de ressources pour que l'arbre, lorsqu'il va se réveiller, va redonner vie à de nouvelles branches, de nouvelles tiges, et donc réagrandir la communauté qui va se renouveler et s'agrandir d'ailleurs, en espérant que des branches ne tombent pas avec la force du vent. Donc le projet automne, c'est quand même un projet assez sensible où le sol a des objectifs à respecter parce que elle a besoin d'énormément de ressources, d'énormément de sources d'énergie, et donc elle aimerait faire appel justement à la communauté de feuilles parce que c'est tous les ingénieurs qui travaillent, qui œuvrent au sein du sol pensent que les feuilles sont une source d'énergie vraiment conséquente et pourraient justement permettre la réussite de ce projet. Donc, elle pense que 10 000 feuilles par jour au niveau du sol, ça serait pas mal pour réussir le projet. Donc, le sol va devoir communiquer cette information et donc faire en sorte que les feuilles tombent. Ça va pas être facile, parce que vu les relations entre ces 4 acteurs, il y a une sorte de frilosité et des rôles bien précis qui sont respectés. Donc, ce projet-là chamboule un petit peu, force un peu à chambouler les rôles de chacun et donc à solliciter des points bien spécifiques de chaque acteur. Comme on connaît les qualités et aussi les défauts de chaque acteur, il faut faire en sorte que tout se passe au mieux et que les feuilles puissent amener leur contribution au projet du sol. Donc ce qui va se faire, c'est que le sol va contacter la météo en tant qu'agence de communication et mise en place de services.
va en fait va proposer ce projet-là. Donc l'arbre sera sollicité. Donc la météo s'engage à respecter justement les objectifs du sol, parce qu'elle a une visibilité sur l'entièreté du parc de l'écosystème. Donc elle peut voir combien de feuilles peuvent tomber, elles peuvent booster, on va dire, la chute, mais par contre, la météo ne peut pas faire les choses à la place de l'arbre. Parce que forcément, la communauté des feuilles est tellement accrochée, on va dire, à l'arbre que bah, la seule force du vent ou la seule chute de la pluie ne va pas suffire à faire en sorte que les feuilles viennent alimenter le sol. Donc elles sont très réticentes et il faudra beaucoup plus qu'un simple coup de vent pour les faire tomber. Donc ce qu'elle décide, donc la météo, c'est de contacter l'arbre en fait, pour qu'elle soit en mesure de convaincre sa communauté de feuilles de venir contribuer au projet de financement du projet en fait automne à destination du sol. Donc elle va mettre en place elle de son côté un plan de communication et va faire appel à l'arbre en lui expliquant bah, les enjeux, les tenants, les aboutissants, et lui demande en fait de faire tout son possible, de trouver des solutions, pour justement faire en sorte que les feuilles quittent l'arbre et viennent tomber en fait sur le sol. Donc comment l'arbre va faire à la suite de cette information, de cette nouvelle? Comment l'arbre va pouvoir réussir à impliquer les feuilles dans ce projet automne? Eh bien en fait, elle va utiliser son pouvoir d'influence. Parce que forcément, l'arbre créateur a aura telle légitimité auprès des feuilles que bah, ça va, euh, ça va être beaucoup plus simple pour l'arbre de convaincre les feuilles de tomber plutôt que la météo ou plutôt que le sol. Parce qu'on connaît un petit peu les difficultés que le sol et la météo ont à convaincre les feuilles d'agir. Donc ce que l'arbre va faire, c'est qu'elle va présenter les enjeux du projet, non pas d'un point de vue bénéfice pour le sol, mais d'un point de vue bénéfice pour leur relation entre l'arbre et la communauté des feuilles. Donc elle va expliquer qu'en fait, c'est la mauvaise saison et que il y a un projet qui va être mis en place pour justement faire en sorte que la communauté s'agrandisse et que forcément l'arbre a besoin d'eux pour justement nourrir le sol qui va faire pousser de nouvelles tiges et donc faire agrandir la communauté. Donc l'enjeu, il est d'agrandir et d'engager la communauté au sein de ce projet. Donc ça sera dans tout l'intérêt de la relation arbre-feuille que le projet sera présenté, non pas uniquement sur les besoins du sol ou sur le rôle de la météo euh, dans, dans le fait de faire comment dire, d'inciter les feuilles à venir sur le sol. Par contre, la météo, elle, va venir un peu booster et donc va observer le taux d'engagement, le nouveau taux d'engagement de ces feuilles vis-à-vis de ce nouveau projet. Donc elle va communiquer avec l'arbre et l'arbre va lui dire bah tiens aujourd'hui j'ai 5000 feuilles qui sont prêtes à tomber. Donc elles m'ont donné leur accord et donc la météo va fournir en fait le lien vers la plateforme d'accueil, donc ici la surface du sol, et les feuilles. Une fois qu'elles ont accepté le projet, accepté de contribuer temporairement au projet automne, donc au fait d'augmenter la capacité de production du sol, les feuilles vont tomber et donc la météo va fournir les services, les actions nécessaires pour pousser la communauté vers la plateforme d'accueil. Donc ici le sol. Donc va les faire tomber. Mais n'auront pas vont juste booster ce qu'il y a de nécessaire.
Donc on a pu présenter la stratégie de communication de l'arbre et l'implication finalement dans le projet automne de chacun des acteurs et comment finalement on va se retrouver avec euh, une, euh, une organisation qui va solliciter l'arbre et la communauté de feuilles et comment faire en sorte que le projet se passe bien. En fait, grâce à cette petite histoire, donc finalement l'histoire de la vie et des saisons, on peut constater que on a deux types de facteurs qui vont intervenir et qui vont régir en fait les comportements entre l'arbre, le sol, euh, la météo et la communauté de feuilles. Donc en fait, on a un premier facteur qui sera la quête soit d'implication, soit de projection. L'implication, en fait, ça sera surtout le fait d'agir euh, par rapport à une demande. Par contre, la projection, ça sera le fait d'anticiper et de prévoir un futur résultat, alors qu'on est plutôt dans la réalisation même de ce résultat pendant la phase d'implication. Et deuxième facteur, on va avoir en fait la notion de est-ce qu'on est plus dans la performance ou est-ce qu'on est plus dans l'influence. Et là, on va avoir un autre découpage qui sera plutôt vertical, où là, ça sera plutôt le sol et la météo qui sera plus en recherche de performance, alors que l'arbre et les feuilles seront plus en recherche d'influence. Donc ces notions-là de performance et d'influence sont liées à la notion de motivation qu'on retrouve en psychologie sociale. Là, on fait le lien avec le titre, psychologie sociale et community management, où on va pouvoir aborder ces notions de motivation, d'influence, de comportement, et dans l'objectif de solliciter la communauté, donc de community management. On va rentrer dans le détail justement de ces facteurs. Donc là, on va partir sur la notion de performance versus influence. Donc la performance, en fait, c'est dans la définition qui nous concerne, hein, c'est le fait d'être en autonomie, déjà. La personne qui va travailler va être autonome et va réaliser pour elle-même, et non pas par rapport à d'autres éléments, des objectifs. Donc le fait d'atteindre des objectifs par soi-même est lié en fait à ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est par exemple lorsque l'on veut courir un marathon, bah, le but c'est de se faire plaisir et de décider par soi-même le fait de vouloir courir un marathon. Alors que ce qu'on va voir juste après, c'est la motivation extrinsèque qui, elle, est liée à des attentes extérieures, la récompense ou le fait d'être reconnu. Donc la motivation intrinsèque, elle est le propre plaisir de la personne qui est en train de réaliser une action. Donc elle va forcément n'agir que pour elle-même et par elle-même. Elle ne va pas se préoccuper de on va dire, de l'approbation des autres pour pouvoir agir. Elle n'entend pas à ce que les autres approuvent son action pour pouvoir agir. Elle le fait de manière autonome, de manière décidée, et va tout faire pour justement atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés ou qu'on lui a fixés. Et sans contrainte extérieure. Donc elle va très souvent, d'un point de vue outil numérique, elle va utiliser des outils de planification, des outils de conception, elle va utiliser des calendriers, des outils de mind mapping, elle va elle-même prendre en main sa planification d'action, elle va voir automatiser des actions, elle va programmer, planifier, élaborer des stratégies. Par contre, elle aura beaucoup plus de difficultés à tenir compte de l'impact des autres.
Donc la personne qui sera en mode performance sera plutôt centrée sur elle-même, donc la réalisation de ses propres objectifs. Donc on va faire un peu abstraction des autres, sera dans sa bulle, on va dire, comme on dit, un peu comme un coureur de sprint, sera dans sa bulle, et va pas forcément faire attention à ce qui est dit par les autres personnes de son entourage. Elle sera donc focalisée sur sa réussite, sur sa performance, et aura du mal à s'adapter ou à répondre favorablement aux attentes des autres, et donc à s'adapter rapidement en termes d'empathie, en termes de patience, de compréhension. Elle va avoir du mal à expliquer le pourquoi du comment. Elle va à la limite plus attendre que les autres comprennent sa démarche. Plutôt qu'elle aille vers l'autre, c'est l'autre qui va devoir comprendre sa démarche. Donc ce qui est un peu délicat, vu que la majorité de la communauté ne va pas forcément comprendre son point de vue, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La communauté aura plus une tendance à l'influence. Donc on aura ce comportement d'influence, où là en fait, les personnes qui agissent en recherche d'influence vont être focalisées sur l'ouverture à l'autre. Donc l'ouverture à l'autre, ça sera le fait d'agir non pas que pour soi, mais pour soi et pour les autres, avec une énergie qui sera focalisée sur le bien-être des autres et le partage des émotions. Parce qu'en fait, dans l'influence, ce qu'on veut, c'est que soit les informations, soit les besoins soient reconnus, exprimés, partagés au sein d'un groupe et puisse permettre en fait la réalisation d'actions. Par exemple, imaginons un chef d'entreprise ou un chef de projet qui veut que ses collaborateurs se motivent pour réussir la fin d'année en matière par exemple pendant les congés de fin d'année, Noël, Nouvel An, il faut forcément que les salariés soient beaucoup plus impliqués, soient présents plus, plus longtemps que prévu, de manière plus intense que prévu, pour répondre aux sollicitations des clients. Et donc le chef de projet ou le chef d'équipe va faire en sorte que l'ensemble de son équipe soit impliqué et puisse réaliser au mieux les objectifs que le chef d'équipe attend de l'équipe. Donc la recherche d'influence, c'est aussi le fait de vouloir partager des émotions, partager des besoins, des attentes, et ne pas s'orienter uniquement sur ses propres objectifs personnels, mais sur les objectifs des autres, voire d'une structure collective comme l'entreprise ou un écosystème qui entre guillemets les dépasse. Le but est de rechercher l'adhésion en fait des autres. Et donc cette recherche de l'adhésion des autres va impliquer chez les autres, justement, sur la communauté, une motivation extrinsèque. On va solliciter la motivation extrinsèque de chacune de ces personnes. Donc la motivation extrinsèque est plutôt sur le fait de j'attends la satisfaction d'une personne pour pouvoir réaliser. Donc si je réalise quelque chose, c'est que je veux une reconnaissance. Je veux par exemple une récompense. Je veux un salaire plus élevé. Je veux le respect de mes compétences. Je veux que l'on soit fier de ce que je fais. Et j'attends aussi une rétribution en échange de ce que j'ai pu donner comme implication. Donc la motivation, elle est extérieure. Elle n'est pas liée au propre plaisir de réaliser une action, mais elle est dans je veux aller plus loin que ce que je fais actuellement. Par exemple, si justement en reprenant l'exemple des vacances de Noël, on va avoir on s'attend forcément à ce que la personne s'implique davantage, mais la personne qui doit s'impliquer davantage attend une récompense. Elle attend on va dire, un surplus de salaire, elle attend aussi de la reconnaissance pour le travail qu'elle a effectué pendant cette période, elle attend aussi une reconnaissance globale de son implication dans les projets. Donc sa motivation, elle est au-delà de la simple recherche de performance. Elle est dans la reconnaissance, dans des aspects émotionnels, aspects
validation sociale. Donc si elle n'a pas cette validation sociale, forcément, ça ne va pas la motiver. Si on lui dit, bah, tiens, toi tu vas travailler, et si elle dit, bah ouais, mais j'ai quoi en récompense? Si on lui dit, bah rien, comme d'habitude, bah forcément, ça ne va pas la motiver, et donc elle ne va pas s'impliquer. Donc la motivation extrinsèque est intimement liée à la recherche ou à la recherche d'influence, alors que la motivation intrinsèque est liée à la recherche de performance. Donc, d'un point de vue des outils numériques, la personne en recherche d'influence va forcément utiliser des outils de création, de promotion sociale, de valorisation sociale, et surtout avec les réseaux sociaux, forcément, on va utiliser les smartphones, les blogs, les, euh, les images, on va valoriser l'aspect émotionnel, l'aspect collaboratif, l'aspect partage, et tous ces outils-là de type réseaux sociaux sont justement une aubaine pour justement valoriser justement cette recherche d'influence et enrichir la recherche d'influence et faire en sorte que la motivation extrinsèque soit au rendez-vous. Donc vraiment différent de l'usage qu'on peut avoir pour une recherche de performance. Maintenant qu'on a vu ces deux axes, on va voir l'autre axe qu'on a vu, c'est-à-dire la projection et l'implication. Donc projection versus implication. Donc en fait, ces deux notions sont plus liées à la notion de plaisir. Qu'est-ce qu'on va en tirer en fait de ces actions, de la projection de l'implication, et quand. Donc en fait, la projection, concrètement, c'est le fait de planifier des actions qui vont aboutir à la réalisation d'un produit, à la concrétisation d'un produit, par le biais de différentes tâches. Et on va les planifier, les ordonner, on va indiquer qui va faire quoi, mais tout ça va pas se faire forcément avec des états de satisfaction immédiats. On sait qu'on va être amené à avoir des échecs ou avoir des difficultés de compréhension. On n'est pas la personne qui est en mode projection ne va pas forcément s'attendre à une satisfaction immédiate. Elle aura peut-être des réticences, elle sera peut-être amenée à elle-même douter. Donc le but en fait c'est de faire en sorte que le plaisir soit à la fin du projet. Donc à l'issue du projet en fait c'est réaliser à tout prix une satisfaction et un plaisir. C'est pas pendant la réalisation du projet, c'est pas le but en soi, mais le but en soi, en fait, c'est la satisfaction à la fin du projet. Ce qu'elle veut à tout prix, la personne qui est en mode projection, c'est que le projet soit bien mené et se termine bien. Parce que si ça ne se termine pas bien, forcément, il va falloir se remettre en question et se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mal fait. Donc, ce qui va impliquer en fait plutôt des difficultés à vivre dans l'instant présent, à tout le temps penser moi je peux pas me contenter de quelque chose de bien maintenant, je dois le voir en perspective avec l'avenir. Donc même si quelque chose se fait bien, faut se dire est-ce que ça a un impact sur mon plaisir à long terme. Donc si jamais l'action qui se fait au moment de l'action porte ses fruits, peut-être que ça ne sera pas profitable pour après. Donc ça peut être difficile pour la personne d'envisager le bien à l'instant présent. Donc cette partie-là, ça sera la partie long terme, voir à long terme et le bénéfice à long terme. À l'opposé, la personne qui va être en mode implication aura comme attente le fait de devoir réaliser quelque chose de concret, de tangible, de matériel, et d'avoir cette satisfaction à court terme au moment où l'action va se réaliser. Donc toute la difficulté sera pour elle d'anticiper, de voir quel est le besoin ou quel est le plaisir à long terme, un peu comme on va dire un maçon ou un informaticien ou alors un créateur de contenu. Son but c'est de créer, de réaliser des choses au moment présent, donc de créer du plaisir à l'instant T et non pas et d'obtenir du plaisir dans un an. L'action qui est réalisée, elle doit procurer du plaisir. Donc cette action, elle
elle doit se faire avec peu d'efforts et doit pouvoir être facilement conceptualisable et diffusable à tout le monde, reproductible par tout le monde. Alors qu'une projection ne concerne que une ou quelques personnes, une équipe qui va gérer le projet. Par contre, l'action, elle doit être claire, précise, pour tout le monde, qu'on la fasse ou pas. Par exemple, je sais pas moi, monter un ordinateur ou nettoyer des carreaux, ça doit être clair et précis, on doit savoir comment il faut faire, bien cadrer le contexte de l'action, pas se sentir, on va dire, perdu. On ne doit pas avoir de questions à se poser, alors que dans la projection, on est plutôt dans la réflexion, dans la conception, dans et si, qu'est-ce qui peut se passer si, on doit être dans l'anticipation et dans la prévision. Alors que dans l'implication, on sera plus dans des difficultés à se projeter, à avoir on va dire le bénéfice à long terme. On préfère voir le bénéfice à court terme. La personne qui va réaliser, son but, c'est de voir le bénéfice à court terme. Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, quand je vais réaliser cette chose? Donc, toute la difficulté, elle est de faire impliquer les deux types de projections. Donc, ces deux axes qu'on a vus, forcément, ça va impliquer des rôles et des comportements qu'il va falloir identifier en fonction de profils. Mais on a une chance, c'est qu'on a des expériences et des cas concrets du quotidien qui peuvent nous permettre d'identifier des profils, des métiers, des rôles en fonction justement de ces axes. Qui sera plus en mode projection, qui sera plus en mode implication, qui sera plus en mode performance ou qui sera plutôt en mode influence. Donc on va reprendre un autre exemple, on va s'éloigner un petit peu de ce qu'on a vu, l'écosystème, arbres, feuilles, sol et météo, et on va se focaliser sur un autre exemple que peut-être des jeunes des années 80 ou 90, 90 connaissent, voire 2000. C'est le cas Dragon Ball Z, la célèbre série animée issue du manga Dragon Ball, qui a donné Dragon Ball Z, etc. Et en fait, dans cette série-là, on va retrouver des profils qui correspondent complètement à ce qu'on a vu juste avant en termes de type de comportement. On va avoir dans ce manga en fait un univers de personnages qui sont bien découpés et bien définis, qui ont chacun un rôle à jouer et qui illustrent parfaitement en fait la psychologie sociale et le fait de solliciter une communauté. On a d'abord les maîtres d'arts martiaux, Maître Caillot, Tortue Géniale, qui eux en fait sont les garants d'une certaine norme, de certaines valeurs en matière de combat, en matière de valeurs. Pourquoi on se combat, comment on doit se battre, quelles sont les techniques à privilégier, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que nous, en tant que maître, en tant que gardien, on va valoriser, on va promouvoir. Et donc, ces maîtres-là vont avoir des objectifs, vont fixer des parcours de compétences, par exemple, vont fixer des objectifs, vont créer toute une structure, en fait, souterraine, que le reste du monde ne connaît pas, à part ce qu'on va voir, donc les combattants, et qui est extrêmement codifié, extrêmement calibré, et qui est à la base de tout, et qui va justement guider le comportement des uns et des autres. C'est la base. Les maîtres sont les gardiens et un peu les chefs d'entreprise qu'on a pu voir, l'équivalent du sol. Le sol, c'est une sorte de grosse machinerie qui va venir produire des ressources. Et les maîtres, ici dans cet animé, les maîtres d'arts martiaux, les gardiens, sont là pour fixer les règles du jeu, qui a le droit de faire quoi, qui n'a pas le droit de faire quoi, et comment on va mettre en place les processus. Donc, beaucoup plus axé sur la performance et sur la projection. Au-dessus de ça, on a l'équivalent de la météo, qui sont en fait les combattants. Les combattants, eux, sont aussi en quête de performance, un peu comme la météo qui
à toute une artillerie de reporting, d'outils de performance. Et les combattants en fait respectent et sont en conformité avec les valeurs des maîtres. Donc chaque combattant ou un ensemble de combattants va s'associer à la vision d'un maître et va donc être en accord avec la vision du maître. Certains peuvent être à l'écart, mais en général, on va avoir plutôt une conformité entre un maître et un ou plusieurs combattants. Donc ces combattants-là, on va dire, seront en mode implication parce qu'ils seront en mode action et vont agir de manière à plus court terme pour représenter les valeurs. Elles sont là pour appliquer les plans de projection des maîtres. Donc plutôt qu'ils ne sont pas en mode conception de programme, mais par contre ils sont dans l'exécution, dans l'application. Par exemple le fait de reproduire des styles de combat, maîtriser des styles de combat pour pouvoir les appliquer à bon escient dans différents contextes. Un peu comme le formateur et le maître. Le formateur et l'élève, pardon. Maître-élève. Donc on est plus dans l'application. Mais on reste tout le temps dans le mode performance, parce que maître et combattant sont associés intimement, et on va toujours avoir ce lien étroit entre le maître et le combattant. D'un autre côté, on va avoir ce qu'on appelle les influenceurs, et on en retrouve quelques-uns, qui sont par exemple Monsieur Satan. Monsieur Satan, c'était le gars un petit peu gauche, un peu maladroit, qui représentait, on va dire, une vision humaine des arts martiaux. Il avait une forte influence sur le public, sur la planète entière. Il a une grosse légitimité. C'est pas le meilleur technicien, le meilleur maître en arts martiaux, mais il a le mérite de pouvoir agir sur le public, qui vient régulièrement assister aux tournois de combat d'arts martiaux. Donc il a une légitimité par le public le reconnaît en tant qu'expert en arts martiaux, et aura donc forcément plus d'influence pour pouvoir guider le public vers tel ou tel comportement. Par exemple, le fait l'encourager, le fait de venir assister au spectacle, parce que justement, si l'influenceur est là, bah forcément, les gens vont se déplacer, vu qu'il a une aura, un charisme, une légitimité, une façon de communiquer qui est récurrente et qui est appréciée du public. On va avoir une relation qui va s'installer avec justement ce qu'on va voir, la communauté. Donc la communauté, ça sera les personnes qui sont soit adeptes d'arts martiaux, qui le pratiquent en amateur, ou alors les personnes qui apprécient justement les valeurs des arts martiaux. L'adversité, le fait de respecter l'adversaire, la loyauté, le fair play. Donc qui vont venir voir des combats d'arts martiaux parce que ça leur plaît déjà, et parce qu'en plus, certaines personnes vont venir promouvoir des valeurs d'une façon telle que ça va leur parler. Ils seront beaucoup plus enclins à les suivre, plutôt que suivre certains combattants qui auraient peut-être une légitimité, mais qui en fait n'ont pas cette légitimité-là. Donc ces influenceurs-là, eux, vont pouvoir plus facilement agir en matière d'influence sur cette communauté-là. Et la communauté, en retour, va lui montrer sa gratitude, son respect, son enthousiasme. Donc là aussi, d'un autre côté, on va avoir aussi une relation de dépendance, mais assumée clairement dans un cadre d'influence, et non pas sur une recherche de performance. On sera plus sur de l'émotionnel, et sur le fait de, si vous le faites, alors moi je pourrais le faire. Ça va promouvoir des pratiques, promouvoir des valeurs. On sera beaucoup plus dans du quotidien et dans un plaisir à court terme. Et donc, on peut retrouver cette même répartition des rôles et le fait d'utiliser ces avantages et ces inconvénients dans le cadre de projets. Par exemple,
dans le manga Dragon Ball Z, on va avoir plusieurs combattants, dont Vegeta, Sangoku, qui sont amenés à challenger, on va dire, la communauté. Parce que Sangoku a notamment besoin d'un super Genki Dama, la boule d'énergie qui, qui va permettre d'éradiquer l'ennemi qui sera Majin Buu. Et en fait, cette technique du Genki Dama, elle a été apprise des maîtres par Sangoku. Donc seul Sangoku est capable de faire le Genki Dama. Et donc le Genki Dama exige d'avoir une grande quantité d'énergie, et c'est ce qui a été transmis par les maîtres auprès de Sangoku. Donc Sangoku sait que le Genki Dama est nécessaire, un grand Genki Dama avec une quantité d'énergie suffisante est nécessaire. Donc elle sait ce dont il faut pour pouvoir justement assurer la paix et la sérénité, et donc a un lien très fort avec les maîtres. Les maîtres sont capables de lui dire, bah là attention, il faut que tu sois, tout ce que tu peux donner, tu dois le donner, tu dois atteindre un tel objectif, sinon avec le Genki Dama que tu as, bah, tu n'es pas sûr de pouvoir rétablir la paix. Donc l'entreprise et le combattant sont amenés à collaborer ensemble et à savoir ce dont ils ont besoin pour justement respecter les valeurs de paix, de stabilité sociale. Par contre, en tant que combattant, Sangoku va avoir des grosses difficultés à solliciter la communauté de par sa façon de communiquer, qui n'est pas forcément orientée influence. Alors que lui sera plutôt orienté sur le plaisir à long terme et pas sur le plaisir à court terme. La communauté, elle, va juste rechercher une action qui lui fera plaisir. Le fait de communiquer de l'énergie à quelqu'un d'autre, bah, ça ne va pas forcément leur plaire. Parce que les rôles, les actions habituelles et quotidiennes de la communauté bah, sollicitent leur énergie. Et donc, communiquer de l'énergie à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et vers qui ils n'ont pas vraiment d'affinité, bah, c'est pas forcément ce qu'eux ils voudraient. Donc la communauté et le combattant vont avoir du mal à communiquer, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, les besoins de chacun ne sont pas les mêmes, et le plaisir recherché se fait pour des moments différents. La communauté va rechercher un plaisir à court terme, avec un besoin de reconnaissance et d'appréciation sociale plus fort que le fait de rechercher un plaisir à long terme que recherche le combattant. La performance étant au centre des préoccupations des maîtres et des combattants, bah forcément la communauté, ça ne va pas leur parler. Par contre, l'influenceur Maître Satan va être un point clé dans le sens où Monsieur Satan va comprendre que s'il n'intervient pas auprès de la communauté, bah forcément la communauté ne va pas pouvoir agir. Et donc ne va pas pouvoir concrétiser l'engagement qu'on demande à cette communauté pour réaliser le projet d'augmentation de la taille du Genki Dama. Parce que la communauté, c'est elle qu'on va solliciter. On a besoin d'eux pour augmenter le volume du Genki Dama. Donc, Monsieur Satan va servir d'influenceur pour faire en sorte que la communauté contribue temporairement, d'un point de vue très court et très simple, à l'augmentation de la taille du Genki Dama. Donc il va jouer de son rôle d'influence auprès de la communauté en leur demandant chacun de réaliser une action simple qui est de lever les bras pour communiquer leur énergie, le temps, pendant un temps très court, pour sauver l'humanité et l'univers tout entier. Et que sans leur action, c'est eux-mêmes qui sont en péril, et la relation entre la communauté et l'influenceur. Il ne va pas se focaliser uniquement sur le rôle, sur on va dire, les besoins du combattant ou des maîtres. Il va juste dire qu'ils sont partie prenante dans tous les cas, et qu'ils ont un rôle à jouer, et qu'il leur suffit simplement de lever les mains pour
apporter leur plus et faire en sorte que le rêve devienne réalité, en leur expliquant bien pourquoi, en jouant sur les émotions, en leur parlant avec leur propre langage. Donc l'influenceur va utiliser le langage qu'il utilise habituellement, en utilisant des émotions, en utilisant la compassion, l'empathie, le respect de l'autre, ce que ne fait pas forcément les combattants et encore moins les maîtres d'arts martiaux, qui ont une vision assez hermétique d'un point de vue émotionnel et ont du mal à communiquer avec la communauté. Et finalement, ça réussit, ça matche bien. L'influenceur réussit à impliquer la communauté dans cette nouvelle action. La communauté lève la main et donc fournit l'énergie nécessaire aux combattants pour pouvoir atteindre l'objectif qui s'est fixé et donc pouvoir éradiquer l'ennemi et faire régner la paix sociale et donc permettre aux projets des maîtres d'arts martiaux, des gardiens de la paix de pouvoir continuer. Donc c'est uniquement grâce à cette en comprenant les mécaniques de chacun des acteurs dans l'écosystème que en fait les acteurs peuvent agir, et c'est en mettant en place des outils et des façons de communiquer en respectant l'hermétisme de chacun, de chaque rôle, parce qu'il faut bien le dire, tout le monde ne peut pas correctement fonctionner de la même façon, avec un même langage. Il faut respecter les langages des uns et des autres, surtout avec ce genre de profil-là, et dans le cas d'un projet bien défini. Par contre, ce qui va être important, c'est le fait de se réunir sur un même type de projet, sur comment on va définir le projet, comment on va faire que tout le monde s'implique dans ce projet-là. Tout comme on l'a vu dans le projet Automne, on va créer un projet, comme là ici pour le Genki Dama qui va sauver l'humanité et l'univers, le projet Sauvons l'humanité grâce au Genki Dama. En sachant que le Genki Dama, il a un avantage, c'est qu'on peut mesurer la quantité d'énergie et la taille de la boule. Si on ne pouvait pas faire cette quantification, on n'aurait pas eu cette possibilité d'impliquer la communauté de manière efficace. Donc ce qui nous amène à justement aller plus loin dans la conception d'un projet impliquant tous ces acteurs-là de manière efficace, c'est que en fait, quand on veut impliquer une communauté qui est attachée à un influenceur ou à des influenceurs et qu'on veut, on va dire, faire contribuer à un projet qui dépasse le cadre habituel de leur relation avec l'influenceur, on va devoir trouver un projet qui fasse le lien entre mesure, objectif, on va dire type SMART, et l'émotionnel. Donc créer un projet, une campagne de communication qui va lier les deux. Donc comment on fait? Donc prenons l'exemple, même plusieurs exemples, par exemple la collecte de pièces jaunes en France pour permettre la création de structures hospitalières ou de faire fonctionner des organisations médicales ou des associations pour faire reculer par exemple la maladie chez les enfants ou faire en sorte que les parents soient mieux pris en charge ou que les enfants soient mieux pris en charge dans les hôpitaux. Ou alors on peut voir le fait de faire remporter une victoire à une écurie, une victoire par exemple aux 24 heures du Mans pour une écurie, et ce qui nécessite le fait d'avoir une voiture ou des voitures qui gagnent en chevaux. Plus une voiture aura de chevaux, et plus la voiture sera capable de remporter la victoire en 24 heures du Mans. Parce que c'est ce qui manque. L'épreuve, elle est nécessaire. Remporter cette victoire serait vraiment un coup de boost pour l'entreprise et gagner en notoriété, en visibilité, en crédibilité et en performance d'un point de vue commercial. Donc l'étape première, ça sera d'identifier la communauté et de voir qu'est-ce qui va les toucher. Donc par exemple, on va diffuser une communication qui sera du type, par exemple pour le premier cas, on a tous un proche qui a été victime d'une grave maladie, un enfant, un adulte. On a tous conscience que cette maladie grave peut entraîner des coûts financiers, peut entraîner des coûts humains.
le fait d'être disponible, d'avoir des infirmiers qui soient 24 heures sur 24 à leur côté, le fait de répondre à leurs attentes, le fait d'avoir des soins médicamenteux coûteux, une chimiothérapie par exemple, ou le fait d'avoir des perfusions régulières. Ça monopolise beaucoup d'activités, beaucoup de changements dans notre vie. Notre vie, elle est vraiment chamboulée à ce niveau-là. Une maladie, bah, c'est pas forcément, c'est pas agréable. Ça chamboule nos vies et ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Un jour ou l'autre, ça nous arrivera. Une maladie grave, bah, on n'est pas préparé, mais en tous les cas, il y a des prises en charge qui existent, mais qui sont coûteuses et qui permettent justement d'accompagner le mieux la personne dans sa guérison ou dans ses états de santé. De l'autre côté, si on prend le projet d'une victoire aux 24 heures du Mans, on peut évoquer justement nos premières fois, nos premières victoires sur la vie, nos premiers amours, notre première voiture, premier stage, premier emploi, premier diplôme, et puis aussi nos peines. On est tous passés par là, on a tous vécu des choses, des premières fois. Voilà, première réussite, premier échec. Et donc une fois qu'on a posé justement, on a pu identifier la communauté, que la communauté s'est identifiée aussi à la cause, à la situation, elle se dit bah oui tiens c'est vrai, moi j'ai eu cette situation, ou c'est vrai, je pense que je pourrais être amené à être confronté à ça, ou je m'identifie à justement cette émotion. On va pouvoir raconter une histoire et dire bah maintenant l'histoire elle vous concerne vous aussi, pas que nous, ou pas que dans un sens, elle est dans deux sens. Notre histoire et votre histoire, on va la confronter. Et donc on va pouvoir par exemple dire, pour une association qui va inciter les gens à financer un projet de guérison ou d'accompagnement thérapeutique, bah, par exemple, une association qui depuis 40 ans sauve des vies, qui aide à la promotion de la vaccination, ou qui accompagne par des actions, des ateliers pratiques, le bien-être des patients. Et donc le but pour cette association, c'est 2030 sans cancer, par exemple. Et donc, pour ça, on sait qu'on a atteint des objectifs de une personne ayant le cancer, une personne sur deux qui a le cancer est correctement soignée, est suivie, accompagnée et guérie. Mais le but, c'est que 2030, ça soit l'année où tout le monde soit guéri du cancer, ou qu'il n'y ait plus aucune personne laissée pour compte. Une personne qui arrive avec un cancer doit être accompagnée systématiquement. Elle doit être dépistée, elle doit être accompagnée, elle sera soutenue dans ses démarches et la famille sera soulagée, par exemple. Donc 2030, sans cancer, ce sera le projet. Et donc, elle a besoin des financements, du soutien de la communauté qui a compris, qui comprend cette démarche, à venir contribuer au projet. D'un autre côté, si on est sur la réussite aux 24 heures du Mans, on va demander justement par le biais d'un projet d'une supercar qui, on est sûr, va remporter les 24 heures du Mans avec un certain nombre de chevaux, un certain design, certaines caractéristiques techniques qui seront présentées à la communauté. On va dire, voilà la voiture de nos rêves, celle qui va nous permettre de gagner les 24 heures du Mans. On a gagné une coupe du monde des rallyes, on a gagné la Formule 1, mais ce qui nous manque, c'est ça, les 24 heures du Mans. Et on veut sortir la supercar, on l'a déjà designée, elle est prototypée, et on veut la construire. Et ça, il faut de l'argent. Parce qu'avec tout ce qu'on veut, tout ce qui est demandé en termes d'exigences techniques, il n'y a qu'avec votre contribution qu'on voudrait réussir ce pari. Première victoire en 24 heures du Mans. Et ça fait 20 ans qu'on la veut et 20 ans qu'on l'a toujours pas. Donc s'il vous plaît, on a besoin de vous. Et l'étape 3, ça sera l'action demandée auprès de la communauté, qui sera un geste simple, une action simple, mais mesurable par le cumul de ces actions. Une action plus une action plus une action plus une action, la même, elle sera quantifiée, elle sera justement mesurable, et donc permettra de faire le lien entre
le rêve qui sera à atteindre. On va fixer un objectif, par exemple 10 000 euros, on veut 10 000 euros de dons pour faire en sorte que la voiture soit constructible et puisse permettre de tourner aux 24 heures du Mans. Ou alors on veut 10 000 euros ou l'équivalent d'1 € par jour pendant un an pour justement atteindre les fonds nécessaires pour réussir le projet 2030 sans concert. En présentant les objectifs, les avantages, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que le projet va apporter pour l'entreprise par exemple automobile, ou alors pour les patients, pour les chercheurs, pour les hôpitaux, pour la communauté aussi, que chacun se sente impliqué finalement, mais sans que, on va dire, il y ait un acteur avantagé plus qu'un autre. Chacun a son rôle à jouer, mais ce qui compte, c'est autour de quel rêve on va se tourner. On va se focaliser sur le projet et pas uniquement sur les acteurs. Par contre, les acteurs auront un rôle à jouer. Et on va éviter de se focaliser sur une frustration, mais plutôt sur une promesse, sur on a besoin de vous, parce que c'est vous qui êtes la clé de tout ça. Nous, on a des ressources, on a des outils, mais sans vos ressources, sans votre contribution, tout ça peut s'effondrer. Toutes nos recherches, elles ne pourront pas aboutir. Et bien identifier qui fait quoi pour éviter justement les déceptions ou alors les incompréhensions. Bien savoir que chacun a son rôle à jouer et que forcément tout le monde n'est pas prêt à accepter ce sacrifice-là et que cette action-là, elle est nécessaire, mais elle n'est pas obligatoire. Elle est juste, si vous avez envie, si vous vous sentez concerné, ou si vous êtes prêt à relever le défi, allez-y, on ne vous force pas. L'action, elle est simple, elle est symbolique, mais elle est lourde de conséquences et elle peut faire améliorer les choses. Donc la contribution va servir à nourrir le projet et à faire en sorte que ce projet-là soit réalisable dans un temps limité et via des actions concrètes, simples, que la communauté peut réaliser, sans que ça soit démesuré ou impossible, et tout en jouant sur leur implication et leur sens de l'engagement. Parce que forcément, une communauté, sa force, c'est l'engagement. C'est le fait de s'impliquer dans quelque chose en utilisant ses émotions, la reconnaissance, la récompense, alors que la recherche de la performance, limite, c'est un domaine qui les dépasse, et c'est pas sur ça qu'il faut jouer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les objectifs d'une communauté et l'implication qu'elle doit avoir dans certains projets et comment on peut jouer sur la psychologie sociale d'une manière générale et la répartition des rôles pour justement faire en sorte que des projets impliquant des communautés puissent aboutir. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à aller voir d'autres de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis également présent sur Instagram, non pas sur Instagram, sur TikTok et sur Twitter, en taguant @livvsbprod. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.